Bonjour à tous et bienvenue à une autre émission d'Objectif. Cette semaine, je reçois Mme Claudia Huppé-Proulx. Bonjour Claudia, Bonjour. ça va bien? Oui, ça va très bien. Oui, merci de venir nous discuter un petit peu du développement du Centre de pédiatrie sociale. C'est en ébullition, je pense. Oui, depuis quelques années, effectivement, en ébullition, tout comme les besoins de la communauté ici dans la MRC des Appalaches. Donc, en activité depuis 2016, toi tu t'es joint à l'équipe en 2017, directrice générale depuis 2019, donc 3 ans et quelques poussières. Ça se passe bien. Des fois, quand on passe d'un poste d'intervenant à un poste de direction, il y a toujours ces défis qui peuvent en venir avec ça. Mais tu te sens depuis 3 ans à l'aise dans ton poste puis tout ça. Oui, ben j'ai eu la chance d'être intervenante au Centre de pédiatrie sociale des Appalaches avant de devenir directrice générale. Ça m'a permis d'avoir une vision de où je voyais l'organisme à moyen et long terme. Puis maintenant, ben, j'ai la chance de l'apporter là où je le voyais. Donc oui, ça va très bien. Je m'y plais beaucoup. Puis est-ce que tu es presque rendu où ce que tu le voyais ou il y a encore des étapes à venir? Disons que je suis le genre de personne qui a toujours des projets. Fait que oui, il est où je le voyais, mais je pense qu'il y a encore possibilité de desservir encore plus d'enfants. Donc, certainement prendre un peu plus d'ampleur dans les MRC. Excellent. Ben, je pense que c'est ça qu'il faut, quelque part, là, pour remplir la mission qui est là. Mission de l'organisme qui est d'offrir des services en pédiatrie sociale aux enfants. Oui. En fait, nous, notre mission, c'est de soutenir les enfants 0-18 ans en situation de grande vulnérabilité du territoire de la MRC des Appalaches. On fait ça en offrant des services médicaux, infirmiers, juridiques, psychosociaux et éducatifs à ces enfants-là. On crée un filet de sécurité en bref autour d'eux, puis on les accompagne à travers leur trajectoire de vie pour s'assurer qu'il y ait un plein épanouissement. La pédiatrie sociale en communauté, c'est sous l'égide du docteur Gilles Julien, le pédiatre qu'on voit à la télé et qu'on entend à la radio. C'est lui qui a commencé ça dans les années 70. Il a développé tranquillement, pas vite, à Montréal, ce phénomène-là, qui a pris de l'ampleur depuis la création des 3 centres mères de Montréal. Puis maintenant, on est un des 50 centres de pédiatrie sociale au Québec. Donc, puis même, je dis au Québec, mais maintenant, il y en a dans les provinces maritimes, au nord du Québec, il y en a même en Ontario. Fait que ça se développe. C'est un modèle qui est appliqué vraiment à grande échelle. Puis on voit aussi le modèle, là, nous, on agit en tant que table de concertation aussi. Fait qu'on aime dire qu'on a une grande équipe à l'interne et à l'externe parce qu'on travaille avec tous les acteurs importants de la communauté qui peuvent donner des services de soutien aux enfants, à la jeunesse d'aujourd'hui. Fait que c'est la même chose qu'on voit se déployer à travers la communauté, là. Fait que de plus en plus, on crée ce genre de modèle-là dans les écoles, par exemple, ou même dans le réseau de la santé. On applique ce modèle-là, ce qui est super, super important, puis super bénéfique aussi pour la population. Oui, puisque tout le monde en ressort grandi, finalement, de ça. Oui, puis c'est un beau mélange d'expertise qui arrive. Fait que ensemble, on va toujours plus loin. Fait qu'on croit beaucoup en ça. On mélange les expertises, on utilise l'expertise de tout le monde pour aller vraiment répondre aux besoins des enfants. Puis est-ce que ça fonctionne juste par référence pour aller avoir des services de la pédiatrie sociale ou quelqu'un qui se dit bien, j'aimerais avoir des services, il peut cogner aussi à votre porte? N'importe qui peut faire une référence, que ce soit venir en personne ou par téléphone ou par courriel. Ça fonctionne sous référence. Fait que c'est une infirmière, clinicienne ou une travailleuse sociale qui va évaluer la demande. Et nous, on évalue les critères de vulnérabilité de l'enfant. Donc, la vulnérabilité se décrit de plusieurs manières. Ça peut être le faible réseau social de la famille, ça peut être le bas âge de l'enfant, ça peut être aussi une barrière langagière, par exemple. Mais tous ces critères de vulnérabilité-là sont évalués,
Puis on s'assure que la pédiatrie sociale a une valeur ajoutée dans la vie de cet enfant-là avant de pouvoir le prendre en charge. Si l'évaluation est non concluante de la référence, ben on va créer un filet de sécurité, on va référer à d'autres instances de la population, de la communauté, pour aller soutenir l'enfant, même si nous, on n'est peut-être pas les mieux placés pour le faire. Sinon, ben on prend en charge et la roue s'enclenche. C'est ça, au moins, vous ne dites pas juste « non, on ne peut pas te servir, bonne journée ». Vous dites « on ne peut pas vous servir, mais voici telle organisation pour vous servir Exactement, au moins pour essayer de les accompagner dans et tout voilà, ça. c'est comme ça qu'on travaille au quotidien. On ne laisse jamais l'enfant seul ou la famille. On écoute vraiment le besoin. On est là pour les écouter, les diriger ou les soutenir selon le cas. Depuis les dernières années, bien, vous avez quand même développé beaucoup l'organisation. Entre autres, ça s'est surtout traduit par des déménagements. Vous étiez ici au centre Marie-Agnès Desrosiers, vous êtes allé sur Notre-Dame, puis maintenant vous êtes dans des nouvelles installations. Ça a quand même été exponentiel, je pense, comme développement. C'est difficile à gérer un peu ça, mais en même temps, ça répond à un besoin, comme tu mentionnais un petit peu avant ça. Oui, puis il faut se rappeler que la pédiatrie sociale est bâtie sur un curriculum qui est en constant mouvement, en constante adaptation selon les besoins de la communauté dans laquelle on est implanté. Donc, naturellement, un centre de pédiatrie, que ce soit ici à Thetford ou à Drummond ou n'importe où au Québec, va continuer de se développer à la hauteur des besoins de sa communauté. Donc, certainement, ici, oui, on est en pleine ébullition parce qu'on est quand même nouveau. On a soufflé notre 6e bougie en décembre dernier. Fait que ça fait que, oui, il y a toujours possibilité de desservir plus d'enfants. Ce qui nous a apporté, oui, à développer l'équipe, augmenter le nombre de prises en charge d'enfants à travers les années, mais aussi développer puis acquérir des infrastructures qui nous permettent d'offrir la variété, l'étendue de services qu'on se doit d'offrir à la population. Parce que là, vous êtes passé d'un espace sur la rue Notre-Dame de 1300 à plus de 5000 pieds carrés là, sur les nouvelles installations sur la rue du B. C'est quand même, ça veut dire clairement que c'était rendu beaucoup trop petit là, où vous étiez là, pour répondre aux besoins. Là. Oui, exactement. Disons, dans les 3 dernières années, je dirais que l'équipe, s'est beaucoup développée parce qu'il y a eu beaucoup de prises en charge. La pandémie a joué son rôle, bien sûr. On connaît les effets de cette pandémie-là. Tout le monde est bien au courant. On ne tombera pas là-dedans, mais ce besoin-là, ces besoins-là, de nature de plus en plus complexe, ont poussé la pédiatrie sociale à se développer. Puis, en ce sens-là, ben, il y a plus d'acteurs impliqués en pédiatrie sociale. Par exemple, l'équipe aujourd'hui est constituée de médecins, infirmières, travailleurs sociaux, psychoéducateurs. On a un ergo, on a un psychologue, on a une équipe de gestion, on a des éducateurs spécialisés. Fait que tout ce beau monde-là sont mobilisés autour des enfants en situation de vulnérabilité. Puis naturellement, ben oui, les petits locaux de 1300 pieds carrés ont fait leur travail pendant quelques années à nous faire connaître directement sur la rue Notre-Dame. C'était extraordinaire. On avait un propriétaire en or. On était vraiment bien situés. Cependant, c'est ça, on était rendu à aller augmenter un peu notre espace de travail pour, oui, être bien, puis que chaque employé puisse avoir son aire de travail, mais aussi assurer la confidentialité, puis augmenter le nombre de prises en charge d'enfants, par exemple. Fait que ces locaux-là, sur 2 étages, nous permettent de développer plusieurs nouveaux services, comme l'ergothérapie qui va prendre un petit peu plus d'ampleur avec le temps. On veut développer des cuisines éducatives pour les jeunes adolescents, par exemple, pour la préparation à l'autonomie. On a l'espace pour le faire, on a la cuisine pour le faire maintenant. Fait que c'est juste des petits exemples comme ça qui démontrent qu'on peut continuer d'adapter nos services aux besoins des enfants qu'on accompagne, parce qu'on les accompagne à travers leur trajectoire de vie. Donc, l'enfant peut entrer à 4 ans chez nous, mais il n'y a jamais de fermeture de dossier. Donc, il grandit un peu avec nous autres, puis ses besoins changent au fil du temps. Fait que le cœur de ce qu'on avait d'enfants qui avait 14 ans il y a quelques années, bien maintenant, sont rendus à 7-14 ans. Fait qu'il faut adapter nos services aussi pour les suivre tout en continuant les autres parce qu'il y a des enfants plus jeunes. Fait que ça nous permet de le faire aujourd'hui. Oui, c'est ça. Puis l'augmentation de la place amène aussi ce
cette augmentation de besoins-là, parce que plus de clientèle nécessite aussi plus de besoins, donc augmentation de ressources. Oui. Mais sûrement que le 5000 pieds carrés vous permet d'avoir une certaine... un air d'aller là, pour les prochaines années. Là, ben oui, puis l'objectif, c'est de ne plus bouger. Oui, non, c'est ça, exact. C'est de rester là. On a un espace bien à nous qu'on est capable de continuellement à adapter aux besoins, puis ça nous permet aussi d'accueillir nos partenaires, ce qu'on ne pouvait pas faire dans nos autres locaux. Fait que, par exemple, la clinique médicale, où on fait nos évaluations, orientations, fait que toutes les premières rencontres multidisciplinaires avec l'enfant et sa famille, ben là, on est capable d'inviter les intervenants qui sont importants dans la vie de l'enfant, qui proviennent de milieux scolaires ou de milieux de la santé, par exemple. Fait qu'on est très content de pouvoir le faire. Ça devient une richesse encore plus axée vers l'enfant. Puis en même temps, ben on développe aussi d'autres points de service. Fait que oui, on est à Thetford, mais on dessert la MRC en entièreté. Donc, on se déplace aussi à Disraeli, dans la maison de la famille secteur sud. Puis à la maison des jeunes à East Broughton aussi, qu'on a un pied par terre. Fait qu'on développe des cliniques médicales, des suivis ailleurs aussi sur le territoire pour aller répondre à encore plus de demandes. Oui, parce que puis souvent, des fois, il y a toujours le souci de la mobilité, là, qu'on parle beaucoup. Que ce soit à East Broughton ou le secteur sud, des fois, il y a des gens qui ne peuvent pas nécessairement non plus se rendre à Thetford pour avoir l'État. Donc, d'où l'importance d'aller offrir un point de service. Exactement. Exactement. Puis nous, on est très mobiles. On a des familles qui n'ont pas de moyens de déplacement. Fait que naturellement, nous, on est chanceux. On a une collaboration avec Bisson Chevrolet ici à Thetford qui nous permet d'avoir une voiture. Fait qu'on se déplace sur le territoire à très faible coût. Puis on est capable d'aller rejoindre les familles qui, comme tu l'as dit, là, ils n'ont pas cette option de mobilité-là. Puis, est-ce on a parlé un peu de l'augmentation du nombre de personnes, mais est-ce que... dans le fond, est-ce qu'elle est proportionnelle aux besoins du milieu? Tu comprends? Dans le sens où, est-ce que... Est-ce que ça suit la courbe parce que vous doit avoir des données de défavorisation? Oui, certainement qu'il y en a. Non, je vais être très honnête, non, parce qu'on a un modèle financier qui est quand même différent de tous les autres OBNL qu'on peut connaître. Notre modèle financier est sur 3 tiers chez nous. Donc, on n'a pas on n'a aucun soutien de Centraide ou du PSA qui aide le programme de soutien aux organismes communautaires du gouvernement. On n'a pas le droit à ça parce qu'on est chapeauté par la fondation du Dr Julien. Donc, les 3 tiers se décrivent en environ 1 tiers qui descend de la fondation du Dr Julien à travers le nombre d'enfants suivis, par exemple, puis le niveau d'accréditation qu'on est. Fait que pour être appelé un centre de pédiatrie sociale, on a différentes exigences, beaucoup d'exigences. Puis ça nous donne droit à certaines accréditations. Puis ces accréditations-là viennent avec des enveloppes, assurément. Le deuxième tiers, c'est à travers les levées de fonds. Fait qu'on est très présent dans la communauté à travers des différentes levées de fonds, comme la guignolée à chaque année, le 2e samedi du mois, les biscuits sourires, la Festival de la Relève, on a une belle collaboration avec eux. On a aussi notre soirée bénéfice, notre souper bénéfice. Ça assure 1 tiers de notre budget. Puis le 3e tiers, c'est tous des grands donateurs, des compagnies privées, publiques ici, du milieu qui nous permettent de continuer. Donc, est-ce que, pour répondre à ta question, on se développe à la hauteur de la défavorisation de notre milieu? Non, parce qu'il faut respecter l'enveloppe que la population, que les entreprises du coin sont capables de nous donner pour réussir à assurer la pérennité de l'organisme. Donc, on se développe plus tranquillement, plus doucement que la défavorisation, malheureusement, mais au moins, on est là pour les enfants auxquels on prend en charge, qui sont 246 à ce jour. Dossiers actifs Dossiers actifs, oui. 246 enfants actifs à travers la trajectoire de vie au centre de pédiatrie. Puis on en prend encore en charge. Donc, on continue d'augmenter graduellement notre prise en charge, mais naturellement, c'est ça, il faut respecter les moyens, les ressources du milieu. Parce que rappelons que c'est des services qui sont complètement gratuits pour les gens là, qui peuvent en bénéficier, puis qui doivent en bénéficier aussi. Oui, c'est volontaire. Fait que s'ils viennent chez nous, c'est parce qu'ils veulent changer leur situation, ils veulent améliorer leur situation. Fait que on est vraiment dans l'optique où la personne n'est pas forcée de venir chez nous, mais c'est bien parce qu'ils le désirent qu'ils viennent chez nous. Oui, c'est ça. Donc, ce qui techniquement aide aussi à pouvoir aider la personne. Oui. Parce que quand la personne reconnaît qu'elle
qu'elle veut avoir de l'aide pour des besoins X, ben c'est sûr que ça l'aide. Là. Oui, c'est assurément le premier pas de reconnaître son besoin, puis c'est levier d'action pour être capable de modifier sa situation. Dans les prochaines étapes de développement du centre de pédiatrie, on parle de quoi? Solidifier l'équipe de ressources humaines parce qu'on a grossi dans les dernières années. On va solidifier ça, on va améliorer nos méthodes de prise en charge aussi. Par exemple, durant la période de pandémie, à un certain moment, on a dû stopper la prise en charge de nouvelles références. On a développé une plateforme en ligne qui nous permet de toujours mieux analyser plus uniformément chacune des références qui entrent. Ça compile des statistiques, c'est extrêmement bénéfique pour nous, puis super intéressant d'avoir accès à cet outil-là. Fait que c'est un peu ce qu'on veut faire dans le futur aussi. Puis naturellement, ben on veut augmenter nos accréditations de la Fondation. Donc, entre autres, présentement, on est accrédité niveau 1. On se fait... c'est imminent, là. On va se faire évaluer pour l'accréditation niveau 2 qui va nous permettre d'élargir la portée de nos services, d'élargir la nature de nos services aussi. Donc, peut-être un ajout d'art-thérapeute ou de musicothérapeute à même nos services là, à suivre, mais c'est vraiment dans cette optique-là qu'on va travailler à court terme. Il y a combien de niveaux possibles avec la Fondation? 3. 3? Oui. Le niveau 2 qui est un niveau qui est permanent, fait qu'on pourrait rester là aussi longtemps qu'on veut. Pour la Fondation, ça veut simplement dire qu'on a atteint un niveau, une qualité de soins et services à la hauteur de ce qu'est la pédiatrie sociale au Québec. Puis bien sûr, on croit sincèrement qu'on l'a puis qu'on a bien hâte à cette évaluation-là. Puis dans le réseau de la Fondation du Dr Julien, est-ce qu'il y a des organisations à tous les niveaux ou il y a comme... Oui. Absolument. Puis même le 3e niveau, c'est les centres mentors. Fait qu'à chaque fois qu'un centre de pédiatrie démarre, il se fait accompagner par un centre mentor. Fait que c'est très aidant pour bien comprendre la nature du travail de pédiatrie sociale puis pour mettre en place une telle machine là, à même sa communauté. Oui, parce que après 6 années de roulement, vous commencez vous êtes sorti un peu de les gens vous connaissent pas, là, les gens ont commencé à entendre parler beaucoup de vous autres, les gens ils vous voient revenir année après année avec les activités de financement, puis ils comprennent aussi le rôle que vous jouez dans ça, mais c'est long avant de faire ce tour-là de notoriété, là, puis de monter cette notoriété-là. Oui, absolument. Puis il faut prendre en compte aussi qu'il y a beaucoup de mouvements dans la communauté, tout comme dans nos partenaires, là, dans les écoles, dans les réseaux de la santé. Il y a beaucoup de nouveaux visages, il faut constamment se faire connaître, puis je pense que ça, c'est une facette de mon travail qu'il ne faut jamais que je néglige pour le bien de toute l'image et la pérennité de l'organisme. Parce que là, on parle d'une équipe de combien de personnes? Là? On est une douzaine présentement. Une douzaine? Oui. Mais c'est quand même un bon nombre. Là. Si on recule d'Yvla, ou quand toi, tu as commencé, là, vous étiez 4? 4, oui, avec le médecin, oui. Ça l'a triplé en 4 ans, 4-5 ans à peu près. Là. Ça fait que c'est énorme. Oui, puis on peut parler aussi du nombre d'enfants desservis. Quand je suis entrée, on en avait une 50aine. Puis en 4 ans, on est rendu à 250. Fait on est très heureux de ça pour nous. C'est ça notre paye, de pouvoir accompagner plus d'enfants, de pouvoir faire une différence dans la vie des enfants quand ils en ont réellement besoin. Puis quand ça va mieux, ben on n'entend pas parler d'eux autres, mais pour nous, c'est super positif. Ça veut dire qu'ils sont autonomes, ils savent vers qui se tourner quand ils ont besoin. Puis c'est vraiment notre objectif ultime, là, rattacher ces familles-là aux ressources formelles pour que quand ils atteignent l'âge de majorité, le 18 ans, ben, ils savent vers qui se tourner puis qu'ils ont confiance en ces gens-là. Oui, pour être sûr que si jamais ils ont d'autres besoins à répondre... en étant adulte, oui, exact. Ces gens-là, parce que, bien évidemment, des fois, c'est toujours ça le point de trouver des ressources là, pour nous aider. Oui. D'être un point d'ancrage dans tout ça. Exactement. C'est surtout ça. On est beaucoup de pivots aussi. On est intervenants pivots à travers la table de concertation qu'on met en place. On devient un meneur d'un plan d'action. On assure la suite des plans d'action. On relance beaucoup. On rapatrie les informations. Fait que ça devient bénéfique pour tous les intervenants, même les dossiers des enfants. Aussi, vous pouvez vous appuyer sur un bon nombre de bénévoles. Oui. Qui vous aident à plusieurs niveaux. Puis, vous en avez toujours besoin? Toujours.
Les bénévoles sont super importants dans notre modèle. Puis pour les enfants aussi, on a des bénévoles avec des passions diverses, puis on les invite toujours à venir partager leurs passions avec les enfants de la pédiatrie. Ils peuvent aussi faire partie de nos levées de fonds. Par exemple, à la Guignolée, c'est plus d'une 40aine de bénévoles qui participent annuellement à diverses tâches. C'est vraiment très varié. Fait que oui, assurément, on a toujours besoin de nouveaux bénévoles. Entre autres, ces temps-ci, on recherche des gens désireux de s'impliquer dans l'accueil clinique du centre de pédiatrie, ce qui veut dire que lors de journées de clinique médicale, on a des rendez-vous, pareil comme on connaît dans les cliniques médicales, on a tous des médecins. Cependant, nous, les rendez-vous durent de 45 minutes à 1 heure. Donc, quand il y a des fratries, quand il y a des enfants, ben souvent, il faut animer des jeux ou faire des jeux avec eux durant cette période-là. Puis, on recherche des gens qui sont désireux de venir passer du temps de proximité avec les jeunes, de leur partager leur passion. Fait que, par exemple, on a une bénévole qui vient faire du tricot chez nous, puis elle a maintenant son harem de maman là, qui la suit. Puis c'est beau à voir parce qu'après, les mamans vont à la maison, ils tricotent, puis ils le montrent à leur enfant. Ça crée des beaux moments. Puis ça développe toutes sortes de choses, là, dont l'estime de soi, la confiance en soi. Puis nous, c'est ce qu'on prône vraiment de façon humaine, tout naturel. Donc, s'il y a des gens qui désirent s'impliquer en pédiatrie, on a toujours de la place, que ce soit près des enfants, que ce soit en animation ou à travers des levées de fonds. Ils peuvent nous contacter, puis ça va nous faire plaisir de travailler avec eux, de collaborer avec eux. Il ne faut pas minimiser le geste et l'impact que ça peut avoir sur un enfant, en fait. Oui. C'est ça qui est important. Oui. Exactement. Puis des fois, c'est juste un mot ou une phrase qui va vraiment faire une différence dans la vie de ces enfants-là, ou même des parents, parce que naturellement, pour aider l'enfant, on se doit de travailler avec la famille, avec le parent. Fait que nous, on a la chance de côtoyer ces familles-là au quotidien. Puis les bénévoles qui sont impliqués chez nous, ben ils partagent aussi ces beaux moments de proximité-là. Puis ça devient riche, assurément, pour tout le monde. Oui, puis effectivement. Puis tout le monde en ressort gagnant aussi, parce que c'est finalement, même l'intervenant ou la personne qui fait du bénévolat va apprendre de ces échanges-là. Oui, puis on développe beaucoup autour de ça. Là. Par exemple, on a un atelier de gestion des émotions. Puis à travers ça, les jeunes apprennent à faire face à différents défis. Et le dernier atelier se déroule toujours dans une maison de personnes âgées où les enfants vont faire des activités un à un avec des personnes âgées. C'est gagnant pour tout le monde parce que, de un, l'enfant se voit mettre face devant un défi qui est toujours atteignable, bien sûr, mais devant une nouvelle expérience qui relève toujours avec brio. Puis la personne âgée, ben, elle a du plaisir de passer du temps avec l'enfant, de faire l'activité qu'il a préparée pour cette personne-là. Fait que on trouve ça très bénéfique de joindre toute la population autour des enfants. Oui, puis effectivement, là, je pense que c'est très bénéfique là-dessus. Claudia, si jamais il y a des gens qui veulent avoir plus d'informations sur la pédiatrie sociale, mais s'impliquer donc site Internet, Facebook, vous êtes tout disponible là-dessus pour... site Internet. Très actif aussi sur Facebook pour vos activités, puis tout ce qui s'en vient aussi en pédiatrie sociale. Là. Puis un formulaire directement sur le site web, c'est super simple. Sinon, décrocher le téléphone, ça nous fait plaisir de discuter avec les gens. On aime les gens chez nous. Puis sinon, comme tu as dit, la page Facebook est toujours très active. Excellent. Puis des gens qui ont envie de référer des gens ou des choses comme ça, bien simplement le même principe de communiquer avec vous. Ouais. On n'est jamais trop prudent d'une référence là, pour soutenir des gens qu'on aime autour de nous. Exactement. Puis on assurera la suite, certainement. Bien, merci beaucoup d'être venu nous parler du développement de la pédiatrie sociale. Puis, écoute, j'ai déjà hâte à une prochaine entrevue, soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Je suis sûr que ça va continuer de se développer. Merci beaucoup. Merci. Merci également d'avoir été des nôtres pour une autre émission d'Objectif.